chose vue. Notre troisième et dernier invité, Salif Diao, ancien international sénégalais. Bonsoir Salif. Bonsoir. Alors, on va tout de suite parler, et une large page, comme d'habitude, consacrée au football. On recommence à parler donc justement des lionceaux, historiques, magnifiques, époustouflants. Les superlatifs ne manquent pas après les fortes émotions vécues samedi dernier grâce à l'équipe nationale junior. Samedi dernier, donc, ces lionceaux ont réussi d'une pierre 3 coups. Première victoire en CHAN U20, première qualification en demi-finale de cette compétition et première Coupe du Monde en perspective. En attendant de découvrir la Nouvelle-Zélande au mois de mai prochain, retour sur ce qui s'est passé samedi dernier. Aïssatou Païfal, image Younous Diatta. Si on était éliminé, ce serait peut-être la mort du football sénégalais parce qu'on n'allait rien nous pardonner. Une nouvelle désillusion pour le football sénégalais évitée de justesse grâce à une envie des joueurs et un soutien du public. Au bout du suspense, les juniors sénégalais ont réussi à marquer un but décisif et glaner une qualification précieuse en demi-finale. Le coach, lui aussi, y a cru jusqu'au bout. Pour ce match-là, j'y ai cru jusqu'à la 90e minute. Vous avez vu, en fin de match, j'ai opéré 2 changements en sortant un latéral pour mettre un excentré sur le côté. C'était pour avoir un peu plus d'apport offensif. J'ai sorti un milieu défensif pour amener un deuxième avançant pour pouvoir peser parce que j'avais senti qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait marquer. Et pourtant, malgré cette qualification, des dents grincent. 8 buts encaissés en 3 matchs, la naïveté de l'équipe sénégalaise donne des sueurs froides. Joseph Koto, ton père. La plupart de ces jeunes joueurs ne sont jamais arrivés à ce niveau de la compétition. Donc, vous savez, cette compétition, c'est une compétition où les équipes sont hyper bien préparées et des équipes qui connaissent bien la compétition. Nos jeunes joueurs, vous avez vu, c'est pas de manque d'expérience. Parce qu'à ce niveau de la compétition, mener une équipe, se faire rattraper, remarquer encore un autre but, de prendre les devants et se faire rattraper, c'est vraiment un manque de connaissance de la compétition. L'équipe sénégalaise a démarré avec une défaite, ensuite concédé le nul avant de terminer ses matchs de poule par une victoire, de quoi donner un nouvel élan à l'équipe. Comme dit l'adage, l'appétit vient en mangeant. Notre premier objectif est atteint. Maintenant, c'est oublié, le match est oublié. On se projette sur le prochain match, qui est le demi-finale, un match hyper important pour nous, parce que le deuxième objectif, c'est de gagner le trophée pour le Sénégal. Jeudi prochain, le Sénégal affrontera en demi-finale le Mali, dont les prestations ont fini d'impressionner du côté d'Hambourg. Mais à ce stade de la compétition, au-delà du statut du favori, c'est surtout l'envie et la détermination qui feront la différence. Alors, Salif, déjà, votre sentiment après ce bel exploit des lionceaux? Est-ce que vous avez regardé tous les matchs de l'équipe? Est-ce que vous attendiez quand même à ce qu'on arrive à ce stade des demi-finales? Oui, je pense que si on regarde, j'ai regardé tous les matchs, si on regarde le premier match contre le Nigeria, malgré que le Nigeria, je pense, nous avait battus et avait complètement la maîtrise du jeu, on a vu que l'équipe sénégalaise a eu quand même des occasions dans ce match. C'est un match qui pouvait terminer 4-4 ou 5-5. Si on compte d'un côté les erreurs défensives grossières qu'il y a eu du côté sénégalais et puis cette naïveté. Donc je dirais sur le plan individuel, je pense que l'équipe sénégalaise au jour d'aujourd'hui ne reflète pas la réalité du football sénégalais au fait. Donc je pense que l'enseignement qu'on peut tirer de ce match contre le Nigeria, c'est la maturité qu'il y avait du côté nigérian. Donc sur le plan collectif, ils ont complètement noyé le Sénégal. Et on voit aussi de notre côté, je crois, un des points que Koto faisait allusion, c'est le cadre de la préparation. Donc ce sont des tournois assez importants qu'on ne peut pas juste commencer à préparer 3 mois avant la compétition. Donc ces équipes comme le Nigeria, elles préparent ces tournois 1 an à l'avance, parfois même 2 ans à l'avance pour vraiment être prêts. Et comme je dis, sur le plan collectif, on s'est fait manger par le Nigeria, mais sur le plan individuel, je pense qu'on n'a rien à les envier. Et cette génération, Salif, est la deuxième après vous à partir pour le mondial. Je pense que ça, c'est une très grosse satisfaction. Oui, bien sûr. Je pense que, comme on dit, ça s'est joué à 10 secondes de la fin. 10 secondes.
10 secondes de la fin, c'est ce qui est extraordinaire. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vu l'état du football sénégalais, avec tous les centres de formation qu'il y a au niveau du Sénégal, je pense qu'on ne devrait pas... On a eu, comme on dit, une grosse peur. Ouais. Comme tout le monde se disait que si on se faisait éliminer à ce stade, ça allait être une catastrophe, bien sûr. Mais je pense qu'il faut féliciter les gosses, parce qu'ils sont vraiment allés chercher ça au niveau de leur trip pour vraiment aller chercher cette qualification. Donc cela veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on s'enflamme aussi, parce que bon, on a joué sans manquer de respect au Congo. Le Congo reste quand même une des équipes les plus faibles de ce tournoi avec, je dirais, avec l'Afrique du Sud. Donc il ne faudrait pas qu'on s'enflamme aussi, il faut qu'on se remette en cause et puis voir les perspectives des prochains matchs. Ouais. Alors Malal, avant j'imagine que vous me posiez une question. Moi je vous ai entendu samedi avoir un gros coup de gueule par rapport justement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tension, on était presque éliminé à 30 secondes de la fin. Vous dites on a une sélection mais on n'a pas d'équipe. C'est vrai. C'est mon avis, c'est ce que je crois. Parce que les gens nous disent qu'on a joué 23 matchs amicaux et tout. On n'a pas une équipe nationale qui joue au football, qui pratique un football, qui peut rassurer tout un peuple. Une équipe nationale qui en 3 matchs qui prend 8 buts. Ça veut dire que le chantier est immense. Ouais. Maintenant, le Sénégal, c'est un pays qui nous appartient à nous tous. Nous, on n'est pas des footballeurs. Moi, je n'ai jamais eu de licence. Mais le football, je l'ai appris. Et je l'aime, je le vis. Les responsables de la fédération, je le redis ici, ceux qui sont chargés de prendre en charge cette équipe nationale-là, les techniciens du pays, de quelque bord qu'il se soit, on doit se retrouver autour de l'équipe nationale du Sénégal. Regardez les 3 matchs qui ont été joués. Sélectionner et décortiquer les erreurs et mettre en place des plans, programmes pour les corriger avant d'affronter le Mali. Parce que le Mali, ce n'est pas le Congo. Ah non, si le Mali te passe devant le Sénégal à 5 minutes de la fin, on est cuit. Tout à fait. Mais Salif, vous disiez justement que cette équipe junior ne reflétait pas le football sénégalais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est mon avis. Hein. Donc, comme on dit, on est tous sénégalais, chacun a son avis. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la vérité ou il ment. Donc, mais bon, c'est l'avis d'un expert. C'est quelqu'un qui a vécu du foot. Je pense qu'aujourd'hui, sur ce que j'ai vu sur ces matchs, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. De choses à faire. Beaucoup. Donc, au niveau... Des joueurs, durant la CAN, j'ai assisté à des détections qui sont passées avec les recruteurs. On a vu vraiment des footballeurs excellents, que ce soit dans les centres comme Djamba, Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot. Parfois, on se pose la question, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas en sélection? Mais comme on dit, le vivier est énorme. On a tellement de footballeurs au Sénégal qu'on ne sait pas quoi en faire. Maintenant, il faut qu'au niveau... on peut avoir, comme on dit, le plan magique, mais si au niveau de l'État, il n'y a pas ce suivi pour accompagner la préparation de ces équipes, ça ne servira à rien. Donc il faut que l'État soit beaucoup plus présent pour aider le sport, je ne dis pas simplement le football, mais le sport en général au Sénégal, vraiment les accompagner, faire un cahier de charges bien défini et prendre les choses bien en avance. Pas attendre 2 mois avant une CAN pour réunir les joueurs, faire... 20 matchs avec, comme on dit, certes, s'ils ont fait 20 matchs avec des joueurs locaux, qu'après 2 semaines avant la compétition, on enlève 50% des joueurs qui ont joué ces matchs amicaux, c'est ce qui arrive. On va arriver à un match avec une défense centrale qui ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Oui, bon, comme elle l'a dit tout à l'heure, Fatou, quand même, je pense qu'il y a une chose qu'on a l'habitude de voir dans les compétitions de jeunes. Souvent, c'est beaucoup de buts dans les matchs. Lors des Jeux Olympiques, c'est des scores de 4-3, de 3-3. Bon, je pense que donc, il est compréhensible de voir certains errements de défense. Mais manque de maturité, quoi, et manque de maturité, mais Salif, en tant que technicien, mais comment essayer donc d'inculquer quand même une rigueur tactique si minime à ces jeunes joueurs, puisqu'actuellement, avec cette équipe du Sénégal, on sait que c'est là où se trouve le problème. Mais comme on dit, on ne peut pas tricher, on ne peut pas racoler aussi. Donc quand on voit la maturité de l'équipe du Nigeria ou du Ghana, on voit que c'est une équipe qui est là, soudée. Ils ont fait leur classe ensemble. Le coach a eu le temps, je dirais, leur sélectionneur a eu le temps de travailler avec eux, de travailler tactiquement et tout. Mais quand on regarde l'équipe du Sénégal, quand on voit les errements défensifs qu'il y a, comme je dis, le match du Congo, on avait des lignes sur 60 mètres, on balançait sans arrêt. Comme vous dites, il n'y avait aucune structure pour dire, qu'est-ce qu'on est en train de jouer?
Mais comme on dit, au bout du compte, il n'y a que la gagne qui compte. On a gagné, mais il ne faut pas qu'on s'enflamme. Tout à fait. Parce que vraiment, je dis encore, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on devrait faire. Mais cela se juge aussi par le fait que, quelque part, il n'y a pas une préparation vraiment sérieuse. Tout à fait. Alors, du coup, on est quand même, pour relativiser un peu, monter en puissance, puisqu'on a commencé, comme on le disait dans l'élément, par une défaite. Ensuite, on a eu un nul. Ensuite, on a eu donc cette victoire. Et surtout, moi, peut-être le point positif également, c'est ces joueurs qui évoluent au Sénégal et qui ont été parmi les plus brillants. On peut penser aux joueurs de Mbour Petite Côte. Est-ce que vous avez eu le même sentiment? Moi, j'ai eu le sentiment que finalement, ceux qui étaient ici jouaient même mieux que les expatriés, notamment en défense centrale. Ils sont un peu aux abois. Oui, je pense que je dirais pas que c'est logique quelque part, parce que quand on voit le groupe qu'il y avait au début, ils ont fait plus de 20 matchs ensemble, et qu'on attend 2 semaines avant la compétition pour remanier l'équipe à 50%, forcément ça va causer des problèmes. Et comme vous le dites, les remplacements qu'il y a eu des joueurs qui étaient là, qui ont compéti durant ces 20 matchs, qui sont venus dans le moule, ça collait dans le moule et qui ont pu apporter cette réaction qu'on avait besoin. Donc ils sont allés vraiment chercher cette qualification. Tout à fait. Sidi Sarr, on parle d'Ibrahim Ouadi, Moussa Koné, donc tous des joueurs de Mbour Petite Côte et qui ont vraiment sorti le Sénégal de bien des difficultés. Alors Salif, j'imagine que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'observateurs. Est-ce que vous en êtes un pour détecter des joueurs, éventuellement comme un agent, superviser des joueurs et peut-être voir avec eux ce que vous pouvez faire derrière? Non, disons que c'est une compétition au jour d'aujourd'hui. Le marché africain vraiment est très très important, très très prisé. Donc on a même vu des recruteurs qui sont venus de l'Arménie, pour vous dire. Ah oui, carrément. Donc ils viennent d'un peu partout. Donc il y avait des recruteurs qui venaient d'un peu partout, de la Norvège, de la Suède. Et je dirais que le seul... il y en a certains qui étaient déçus, parce que pour la plupart des sélections, certains joueurs qui sont vraiment sortis du lot étaient déjà des joueurs qui appartenaient déjà à des clubs professionnels. Donc, alors que les recruteurs, quand tu viens en Afrique, ils attendent plus à voir le talent local qui évolue pour faire une affaire, quoi. Mais vous l'avez dit, vous avez été dans les centres de formation Djamba, Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot. Avez-vous là-bas vu des joueurs capables d'éclore demain à la face du monde? Bien sûr, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, quand je compare par rapport à notre époque, quand on était au centre de formation Aldo Gentina, c'était le seul centre de l'Afrique de l'Ouest. Au jour d'aujourd'hui, il y a des centres, je dirais, exemplaires. Rien qu'au Sénégal, à part ces 4-5 centres qui sont à Aspire aussi, donc qui sont Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot, Djamba, Aspire. Donc on a au moins 5 centres qui sont vraiment très bien structurés. Et en dehors de cela, il y a d'autres écoles de foot qui travaillent aussi. Donc je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le talent est là. Donc maintenant, il faudra juste que derrière aussi, au niveau des formateurs, qu'on continue à former aussi les formateurs à la base. Et donc c'est dans ce sens-là que je dirais cette année et l'année dernière, j'ai eu à travailler un peu avec la Première Ligue en tant que formateur, mais formateur des coachs éducateurs. Première Ligue sénégalaise. Le programme Premier Skills, la Première Ligue anglaise. Voilà, alors, Salif. Avant de reparler justement de formation, parce que je sais que Salif, vous travaillez aussi un peu à la base, on va quand même suivre ce reportage sur les agents venus nombreux justement. Ils sont des dizaines d'agents à faire des allers-retours entre Mbour et Dakar à la recherche de la perle rare. Pour le moment, les Ghanéens et les Nigérians quand même semblent avoir tapé dans l'œil de plusieurs observateurs avec en filigrane une concurrence qui ne dit pas son nom. Suivons plutôt ce reportage donc de Pape Faraning au stade Léopold Sédar Senghor. Ils se sont donné rendez-vous dans les gradins du stade Léopold Sédar Senghor et feront sûrement la navette entre Dakar et Mbour à la recherche de la perle rare. Ils sont anglais, allemands, français ou encore suédois. Eux, ce sont les agents, appelés aussi scouts. Michael Tenin travaille pour Dijon, club de Ligue 2 française. Il vient voir un de ses joueurs, Mohamed Sané, défenseur central de l'équipe nationale junior du Sénégal. Mais c'est intéressant de le voir évoluer en sélection, c'est un contexte complètement différent, il y a beaucoup de monde au stade, donc c'est quand même pas mal pour lui, c'est une bonne expérience, c'est la première fois en plus qu'il vient en sélection. Michael Hamberg, lui, vient de la Suède.
Il est le directeur sportif de Hammarby Football, club de première division. Cette compétition lui donne l'occasion de voir les joueurs à plusieurs reprises en un temps réduit. Notre raison d'être là, c'est de voir encore des joueurs vraiment spécifiques, de les regarder encore à nouveau pour voir leur progression. Est-ce que, parce que bon, voir les joueurs une seule fois, ça ne suffit pas, il faut les voir encore pour voir de quelle manière ils ont progressé et quel est encore leur niveau actuel. Ils ont tous coché des noms. Les Ghanéens et les Nigérians semblent être les joueurs les plus attractifs pour le moment. Il y a beaucoup de bons joueurs au Ghana. J'ai vu le Ghana Mbour il y a 48 heures, c'était très bien. C'est des noms du Ghana, du Nigeria, mais ça peut être aussi d'autres pays. On m'a demandé d'essayer de ramener 2 ou 3 très bons joueurs, donc ouais, bien sûr, je prépare ça. Le joueur intéressant, voilà ce que ses superviseurs recherchent. Ils ne se focalisent pas vraiment sur les postes. Quand on leur parle de la concurrence, les astuces pour mettre le joueur dans son escarcelle, les agents préfèrent botter en touche. La concurrence, elle a toujours existé, mais je connais bien l'Afrique maintenant parce que je dois être à ma 4e ou 5e CAN junior. Donc j'ai l'habitude et j'ai eu la chance déjà de faire 4 joueurs dans le passé. Je suis une structure très professionnelle avec tout ce qui cadre avec le métier. J'ai fait venir quand même une quinzaine de clubs. J'ai une organisation bien en place. Après, il y en a qui viennent en solo, passer derrière. Mais bon, je pense que c'est une concurrence saine, en tout cas à mon niveau. Dans ce lot d'agents présents au Sénégal, peu d'Africains. Un constat qui entérine que pour le moment et depuis longtemps. Le foot professionnel ne se passe pas sur les terres africaines, mais bien en Europe. Voilà donc les agents à la recherche de perles rares dans cette compétition, comme on le dit, le Nigeria, le Ghana. 2 équipes qualifiées justement en demi-finale qui vont se rencontrer. Le Sénégal face au Mali. Alors je ne sais pas si autour de cette table, vous avez regardé le Mali jouer. Moi j'ai regardé le Mali jouer et j'ai l'impression que c'est une équipe quand même très très forte. Et c'est pas surprenant, en fait, puisque les Maliens, ils ne badinent pas avec la petite catégorie. C'est une nation qui va compter dans les 10 prochaines années du football. Et figurez-vous que la CAN qui vient de se terminer, c'est le Mali qui l'avait emporté. Tout à fait. Donc ne soyez pas surpris que le Mali soit à ce niveau. Tout à fait. Salif ? Oui, je pense que comme on dit, il n'y a pas de secret à ce niveau, quoi. Donc les Maliens, ça fait depuis quelques années qu'ils ont un programme bien clair, bien défini. Ils sont en train de travailler beaucoup au niveau de la petite catégorie. Et comme on dit, peut-être ce sont ces mêmes joueurs qui, peut-être d'ici 3 ans, 4 ans, vont aller gagner la Coupe d'Afrique. Donc on voit une continuité. Comme vous le dites, ils viennent juste de gagner la dernière compétition en jeune, en cadet. Donc je les ai vus jouer une fois à Hambourg. Donc c'est une équipe qui est bien en place. Donc tactiquement, donc il y a des très bonnes individualités. Maintenant, comme on dit, on a toujours cet aspect où on joue à domicile. Donc il faudra qu'on pousse, être positif et pousser avec le public. On a cet avantage et ne pas trop se poser des questions. Je pense qu'on a besoin de cette fougue-là, en fait. Donc moi, je voulais également parler un peu du Mali et inviter un peu l'État du Sénégal à faire comme l'État malien, puisque le Sénégal également est un pays souverain, un grand État et tout. Donc le Mali, de 2000 à nos jours, les Maliens ont construit des stades, des salles de basket, des stadiums, tout ça, des stadiums et tout. Oui. Nous, depuis, je crois, la construction de Stade Léopold Senghor, rien n'a été fait. On nous sert des stades chinois avec des tribunes de 1500 places, des pelouses synthétiques. On n'a pas de salle de basket capable, ne serait-ce que d'accueillir une compétition de petite catégorie. Je pense aussi qu'il faudrait que le président de la République, qui avait rencontré le monde sportif, qui avait donné des engagements, qu'il respecte ces engagements-là et que le monde sportif également se réunisse pour aller exiger de l'État d'investir un peu dans le sport, parce que également c'est un facteur de développement et c'est un facteur de stabilité sociale. Tout à fait. Alors Malal, on va quitter le domaine de l'État pour parler des individus. Pourquoi? Parce qu'en ce moment il y a un débat autour de l'implication des anciens internationaux par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. Beaucoup d'anciens internationaux qui disent oui, il faut qu'on nous implique, et il y en a d'autres qui disent non, il faut travailler à la base, il faut aller dans les clubs, il faut aller dans les écoles de foot, il faut aider les clubs et
grimper. Salif, quelle est votre position? Même si a priori on a un début de réponse, puisque vous avez une fondation, vous travaillez quand même dans votre région natale, vous avez aussi ici des structures à la police. Est-ce qu'aujourd'hui, les anciens internationaux ne doivent pas plus s'impliquer quand même dans le développement du foot local? Oui, je pense que je dirais que c'est souvent le débat qui existe. Et pour moi, en tout cas, tous les anciens internationaux que je connais, c'est le même discours que je tiens avec eux, c'est de leur dire, les gars, il faut vous impliquer. Donc, il faut vous impliquer que ce soit à la base, parce que même si certains ont envie de travailler pour gagner un salaire, donc ce n'est pas un salaire en tant qu'entraîneur d'un club de D1 au Sénégal qu'on va faire notre vie, quoi. Donc il faut s'impliquer parce qu'on a envie. Maintenant, le côté sportif, tout le monde ne peut pas être entraîneur, donc il y a autre chose qu'on peut faire. Et il y a un autre volet aussi que je pense que c'est le volet au niveau de la formation. Donc on sait que beaucoup d'anciens internationaux aussi n'ont pas eu un niveau d'études assez élevé. Donc à partir de là, même s'ils ont la connaissance, le vécu sur le terrain, quand on vient pour leur dire il faut un diplôme derrière, donc ça pose problème. Donc l'idée c'est vraiment essayer de trouver, que ce soit avec la CAF, et j'avais proposé au niveau du ministère et de la Fédé, d'essayer de voir avec la première ligue anglaise comment essayer d'aider cette association, l'association des anciens internationaux, pour essayer de les aider au niveau de la formation, parce qu'ils ont les vécus. Donc j'en connais plein que je vois sur le terrain, qui coachent, qui entraînent, ils savent de quoi ils parlent. Donc maintenant, comme vous le dites, il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent à la base, il faut qu'ils s'impliquent à tous les niveaux, au lieu de dire, bon, on est là, on nous a pris notre football en otage, etc. etc. Alors donc que derrière, il faut qu'on aille travailler, quoi. Et en plus, je pense qu'il faut faire la part des choses. Souvent aussi, quand on dit ici au Sénégal les anciens internationaux, on pense souvent à la génération 2002. Alors que dans le football sénégalais, il n'y a que des anciens internationaux qui gèrent le football. Les Malik Daf, c'est des anciens internationaux. Joseph Koto. Un ancien international. Ils sont là, ce sont eux. Il y a les Victor Gagne, il y a les... comment ça s'appelle? Absiredia, coach et joueur en même temps. Ils sont là. Je pense que c'est la génération 2002, mais quand même, il faut surtout inviter cette génération à s'impliquer davantage, comme l'a fait Aliou avec le Casa Sport, même s'il n'était pas l'entraîneur, mais il commençait à s'impliquer dans cette équipe. Mais justement, j'ai envie de poser la question à Salif. Est-ce que c'est facile de revenir au pays, de mettre la main, comme on dit, dans le cambouis quand on a joué au haut niveau, que peut-être en Europe, on a des possibilités de reconversion. On a l'impression que parfois les anciens internationaux préfèrent aussi une sorte de parachutage, venir et tout de suite être au sommet, parce que c'est pas facile d'être à la base aussi. Ouais, je pense que c'est toujours le même débat partout dans tous les pays où vous partez, quoi. Donc je pense que tu termines ta carrière, donc il y a un choix à faire. Soit tu rentres au pays pour continuer ta vie, ou tu restes en Europe parce que tu as tes enfants, il y a l'éducation, etc. etc. Donc maintenant, je pense que c'est un choix que chaque individu doit faire. Mais en ce qui concerne les anciens internationaux, on ne peut pas dire, parce qu'on a fini notre carrière, tout de suite, il faut qu'on rentre au Sénégal. Rentrer au Sénégal sans avoir quelque chose de concret, savoir qu'est-ce qu'on va faire, un projet bien défini. Mais si au jour d'aujourd'hui, je dis, moi, dans le cadre, par exemple, de ma fondation, fait que tous les 2 mois, je suis sur place, mais je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Pour un sportif, le plus dur, c'est donner de son temps. Donc, je donne de mon temps à la fondation. Mais parfois, c'est pas facile. C'est l'exemple que Léa a donné tout à l'heure. Elle a un conteneur avec 40 millions qu'elle veut faire venir. C'est impossible. Qui c'est qui perd? C'est les enfants, c'est les Sénégalais qui perdent. Est-ce que vous, en tant que membre de l'équipe de 2002, après tout ce que vous avez réalisé, avez un projet pour développer un peu, par exemple, le football dans une localité bien donnée ou au niveau national? Au jour d'aujourd'hui, j'ai monté ma fondation qui s'appelle Sport for Charity. Donc peut-être que les gens m'accusent toujours de ne pas parler des choses que je fais. C'est l'occasion d'en parler. C'est l'occasion. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on parraine à peu près 32 écoles de foot pilotes. Donc l'idée au fait de ma fondation Sport for Charity, c'était vraiment de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous les gamins adorent le foot. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser le football comme la carotte un peu pour inciter les enfants à rester scolarisés. Parce qu'on voit qu'au niveau scolaire,
Il y a des perditions. Voilà, il y a beaucoup de perditions dans ce domaine. Et les parents qui ont des problèmes socio-économiques n'ont pas le temps au jour d'aujourd'hui de dire mon gamin il va à l'école, oui ou non. Il y a beaucoup de parents qui ont délaissé un peu l'éducation de ses enfants. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on se dit que le rôle du coach éducateur est immense parce qu'il remplace le papa, la maman et le maître d'école. Donc au jour d'aujourd'hui, on a vu beaucoup de gamins qu'on a dit, OK, vous voulez entrer dans notre structure, il faut être scolarisé. Donc, au jour d'aujourd'hui, on parraine ces 32 écoles de foot avec un cahier de charges bien défini. Et on a aussi la formation des éducateurs à travers le programme Premier Skill, donc qu'on délivre depuis 4 ans maintenant, qui nous permet vraiment d'éduquer ces coachs éducateurs. J'aime pas parler d'entraîneur parce que tout le monde dit je suis coach, je suis entraîneur, mais là on parle plutôt de coach éducateur, c'est-à-dire tu éduques d'abord l'enfant, tu éduques d'abord l'individu avant de parler du footballeur. Tout à fait. Donc, on encadre à peu près, au niveau des gamins, il y a à peu près 4000 enfants qu'on encadre. Et en dehors de cela, donc, chaque année, on a une école privée qui est aux États-Unis, à Montverde, qui octroie des bourses de $70 000 par an d'études au meilleur de ces gamins, quoi, ceux qui sont beaucoup plus assidus au niveau de l'école. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a à peu près une douzaine de gamins qui sont aux États-Unis, qui ont des bourses d'études de 3 ans, 4 ans, où ils font sport, études. Donc, très bien. Merci Salif. Alors, on va parler d'un autre phénomène, puisqu'on a parlé, Malal et Cher, justement, de ces recruteurs venus pour voir des joueurs, ces joueurs qui rêvent de partir en Europe, mais parfois aussi, le chemin inverse se passe. C'est vrai, il était parti. C'est Abdoulaye Seck de l'équipe de Niary Tally. Il a passé 4 bonnes années en Belgique avec le club Anderlecht, mais après avoir été blessé pendant 2 bonnes années, il est revenu au Sénégal pour redéfendre les couleurs de son club traditionnel Niary Tally, avec bien sûr le rêve de retourner une fois de plus en Europe, suivant ce reportage de Mamadou Ndiaye, Salimat Aw et Djatou Ndiaye. Abdoulaye Seck a fait ce beau jour de Niary Tally ici au Sénégal sur la saison 2010-2011. Dans la même année, le natif de Niary Tally décroche un contrat avec le club belge d'Anderlecht. Une nouvelle ère pour le défenseur. J'ai eu un contrat pour aller à Anderlecht. Je suis parti là-bas, Anderlecht en Belgique. Je suis parti là-bas le 5 janvier. Voilà. 2011. Je n'ai pas fait de test parce qu'eux, ils sont venus me voir. C'est Fadiga, mon manager, il les a proposé mes services. Ils sont venus pour me voir. Après, ils m'ont fait signer un contrat de 6 mois de stage. J'ai joué quelques matchs de play-off. Puis après, ils m'ont fait signer un contrat de 3 ans. Être professionnel, le rêve de tous les joueurs évoluant dans ce championnat local. Mais pour Abdoulaye, un coup de sort brise son élan. Blessé, il reste 2 ans et demi sans fouler une pelouse. Pendant 2 ans et demi, j'ai même pas joué un seul match de compétition. J'avais une blessure un peu grave, voilà. Maintenant, je suis là. Obligé de revenir au bercail, le joueur relativise et écarte l'échec. Les gens, ils disent pas que c'est un échec vu que je me suis blessé. C'est indépendant de ma volonté, mais moi je trouve que c'est un échec. Parce que personnellement, j'aurais bien aimé... Il y avait beaucoup d'attentes à mon égard, ici au Sénégal. Ouais, mais j'ai été sélectionné alors que j'étais joueur local. J'ai été sélectionné pendant 3... J'ai eu 3 sélections en équipe nationale. Alors, quand vous êtes jeune, vous avez 23 ans et que vous avez ça, et que les dirigeants et tout, ils pensent à vous. Ça veut dire que vous représentez quelque chose. De ce fait, toutes ces attentes ont été bafouées par ma blessure. Reculer pour mieux sauter, tel est le souhait d'Abdoulaye Seck. Il espère recouvrer la santé avant de repartir en Europe à la poursuite de son rêve, être professionnel. Voilà, Salif, vous avez été joueur, forcément. Alors, c'est le genre de cas qui interpelle forcément quand on est à l'aube d'une belle carrière, qu'on est stoppé par une blessure. Bon, c'est vrai que c'est un cas particulier, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui partent. Et ça ne marche pas dans les clubs européens, parce qu'aller en Europe et s'imposer, c'est pas évident. Effectivement, comme vous le dites, donc raison pour laquelle encore tout à l'heure quand j'ai parlé de ma fondation, d'inciter encore les jeunes à continuer à étudier, à continuer leurs études. Parce que, comme on dit, le football de haut niveau, c'est pas de la rigolade. On peut avoir du talent, on peut être le meilleur joueur du quartier ou de la ville, mais il y a le facteur chance aussi. Donc c'est un facteur où les gens ne pensent pas trop à ce facteur, mais c'est un facteur chance aussi. Parce que je dirais que moi, de ma génération, peut-être que je n'étais pas le plus doué,
Mais j'ai travaillé dur et avec un peu de chance, j'ai réussi à continuer mon chemin. Il y en a d'autres qui ont fait pareil que moi, mais qui n'ont pas eu peut-être la chance que j'ai eue. Donc, et c'est vrai qu'il y a ce côté. Et de l'autre côté aussi, la concurrence elle est rude. Quand je parle souvent aux jeunes que je rencontre ici dans les terrains pour leur dire que les gars, c'est pas facile. Parce que les jeunes qui sont en Europe, ils sont dans de meilleures conditions que vous. Ils ont des entraîneurs ou des éducateurs meilleurs que ceux qu'on a ici. Ils mangent mieux que vous sur le plan nutritionnel, ils sont mieux suivis. Donc, pour les rattraper, il va falloir travailler 2 fois plus. Donc, il y a une seule chose où on ne peut pas coacher en Europe, c'est ça. Que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est ça. C'est le mental. L'envie, le mental, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas coacher. Alors, donc, il n'y a que dans ce domaine-là qu'on peut essayer de rivaliser pour dépasser, comme on dit, les Européens, parce que d'aujourd'hui, dans tous les autres domaines, ils nous devancent. Alors, vous, Salif, quand vous avez quitté Aldo Gentina pour aller directement à Monaco, arrivé les premiers pas à Monaco, au Nouveau Monde, comment avez-vous vécu tout cela? Je dirais que pour moi, je pense qu'il faudra, pour un jeune footballeur qui arrive, il faut toujours se fixer des objectifs et ne jamais oublier, c'est l'objectif que vous voulez poursuivre. Donc j'ai été à Monaco, c'est une ville qui n'est pas facile, donc très facilement on peut aller du mauvais côté. Donc tu as la tentation, tu es jeune footballeur professionnel, tu es bien payé, tu as la tentation et tout est beau, tout est rose. Mais il faut être encore fort, comme je dis, mentalement pour se dire, voilà mon objectif, je veux réussir à cet objectif et rien ne me poussera à sortir de cet objectif. Tout à fait. Donc il faut avoir la tête dure en fait. Voilà, il faut avoir la tête dure et ramlingue bogo, comme on dit. Tout à fait. Alors Salif, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On ne peut pas ne pas parler bien sûr de l'actualité autour de l'équipe nationale. On vous a déjà vu dans certains médias réagir, dire il faut laisser Aliou travailler en toute responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, laisser Aliou travailler en toute responsabilité? En quelque sorte, comme on dit, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame souvent quand ils parlent d'entraîneur. On ne peut pas parler d'une équipe nationale et parler d'entraîneur. L'entraîneur, c'est quelqu'un qui a une équipe qui reste 1 an avec une équipe. Le sélectionneur ou un manager, c'est quelqu'un qui reçoit les joueurs le lundi. On lui dit, il faut que le samedi, que tu nous en fasses une équipe. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté que les gens négligent, c'est le côté management. Il nous faut, comme on dit, quand on parle de l'équipe nationale, il faut qu'on parle de sélectionneur et d'un manager. C'est quelqu'un qui sera là, qui arrivera à manager ses joueurs, qui arrivera à gérer les sensibilités, parce que tu as 23 bonhommes qui sont super bien payés et voilà, qui te doivent rien du tout. Donc, à toi de pouvoir manager ces 23 bonhommes, les amener ensemble pour une cause commune qui est le drapeau national, qui puissent défendre les couleurs de la nation. Mais quand je dis au niveau... après, il y a l'environnement autour. Donc, on ne peut pas être un manager qui doit s'occuper d'une sélection et que derrière, tu dois t'occuper des billets d'avion, des joueurs, etc. etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est important vraiment que chacun puisse jouer son rôle. Tout à fait. Donc, quand je vois la dernière CAN qui s'est passée, on a mis toutes sortes de bâtons à Giresse. Mais chacun a une part de responsabilité dans cet échec. On ne peut pas pointer du doigt, c'est le coaching de Giresse, c'est ceci, cela. Mais chacun a une part de responsabilité quelque part, qu'on le veuille ou pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien international, avec l'expérience accumulée en Europe sur la gestion du haut niveau, vous êtes prêt à intégrer le système avec un rôle bien défini pour assister Aliou et aider l'équipe nationale à franchir un nouveau palier? Oui, mais comme on dit, on est tous là au jour d'aujourd'hui. On est tous patriotes. Comme je l'ai dit avant, Aliou a été notre capitaine en équipe nationale. Donc, c'est un meneur d'hommes, naturellement, c'est un meneur d'hommes. On l'a suivi dans plusieurs batailles partout dans le monde. Donc, c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui, s'il sent le besoin qu'on peut lui apporter quelque chose, on sera toujours là pour lui apporter ce soutien. Très bien. Bien sûr. La semaine passée, Kaba Diawara, un ancien coéquipier d'Aliou Cissé, on l'a entendu dire que c'était lors d'un match de Coupe de France, le PSG était mené, mais dans les vestiaires, c'est Aliou qui parlait, mais plus l'entraîneur. Vous avez joué avec lui. Est-ce que vous avez senti en ce moment même,
Aliou Cissé joueur que celui-là, il pourrait devenir un très grand technicien? Je pense qu'Aliou s'est toujours intéressé au coaching. Donc c'est un leader naturel. Et je peux vous dire, peut-être c'est une révélation, je ne sais pas si c'est une révélation. Aliou, c'est lui qui parlait. Après, une fois que Bruno parlait, c'est lui qui prenait la parole. On disait souvent, c'était lui le sorcier, quoi. Après ses paroles, on se transformait tous pour devenir des lions. C'est ce qu'on disait. Parce qu'il trouvait toujours les mots justes pour vraiment nous rappeler encore que... Voilà, on est là pour tenir ce drapeau national très haut. Donc il a toujours trouvé les mots justes et ça ne m'étonne pas qu'avec l'équipe nationale, quand ils ont été en Colombie ou en Afrique du Sud, qu'il a pu galvaniser, trouver les mots vraiment pour pousser les jeunes à se dépasser. Je pense que ça, il a en lui naturellement. Maintenant, on a beau dire... on a Mourinho, Arsène Wenger, on a beau dire qu'on a le meilleur sélectionneur du monde qu'on amène au Sénégal. Si l'environnement autour n'est pas sain, ben, ça sera... Mais justement, Salif, c'est vrai qu'au-delà de la question de l'entraîneur, bon, aujourd'hui, Aliou est là, donc on sent que quand même il y a une forme de soutien autour de lui. Sans vouloir remonter la machine, mais quand même un peu, comment vous expliquez ces échecs répétés de l'équipe nationale du Sénégal? Depuis 2002, on n'a jamais réussi à rééditer une telle performance. Avec le recul, votre observation, comment vous expliquez ces échecs répétés? Comme on dit, donc, dans le football de haut niveau, on dit qu'une nation ou un club qui veut gagner un trophée, c'est 10 ans de préparation au minimum, entre 8 à 10 ans. Wow. Donc les nations qui ont gagné les gros trophées, si vous regardez bien, vous faites les statistiques, c'est entre 8 ans et 10 ans pour gagner un trophée. Beaucoup de gens parlent de la génération 2002 en disant que c'est une génération spontanée, mais ce n'est pas vrai. 2002, la base a été travaillée depuis la CAN que le Sénégal a travaillé, depuis le temps de Claude Leroy en 92. Donc le Sénégal a organisé la CAN 92, mais durant l'organisation de cette 92, il y a une base qui a été mise en place par Claude Leroy à l'époque, qui a sillonné tout le Sénégal, qui a mis un programme bien défini pour tout ce qui est petite catégorie. On vient tous de ce programme. Certes, le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique en 92, mais ça continue. Ce travail de la base a continué. Et c'est 10 ans après qu'on a récolté les fruits. Mais je dirais les gens, j'entends souvent les gens dire ben, c'est une génération spontanée. Non, elle n'est pas spontanée. Tout à fait. Donc il y a eu un travail qui a été fait à la base. Certes, le Sénégal n'a pas vu le résultat en 92, mais ils l'ont vu en 2002. Quoi. En 2002. Et les prémices en 2000 avec Peter Schnittger. Exactement, Peter qui a fait le travail derrière, qui a suivi, Bruno qui est venu à la fin avec vraiment ce côté management qu'on avait besoin pour une sélection et qui a su vraiment toucher pour chaque joueur la corde sensible pour vraiment nous galvaniser. Ouais. Donc du coup, il faut laisser du temps au temps. Je pense qu'il il faut mettre un programme bien défini, que l'État s'investisse encore beaucoup plus, ne pas attendre 2 ou 3 mois avant une compétition pour dire on prépare une sélection. Non. Donc il faut travailler, on veut gagner, on a un objectif, on veut gagner une coupe d'ici 2 ans, 3 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer. Non. Très bien. Mais merci. Pour rejoindre un peu et clôturer, il faut bannir le mot campagne de notre sport. D'accord. Alors, de campagne, il en sera encore question, puisqu'il y a quand même des résultats qu'on doit vous communiquer, notamment celle de l'AS Pikine, qui a quand même subi une lourde défaite hier devant l'USM Alger, 5-1. C'est donc à l'occasion du 2e tour de la Ligue des Champions. Alors, les Pikinois avaient bien démarré, comme vous le voyez, la partie. Ils ont inscrit un but dès la 9e minute par Fadel Niang. Malheureusement, les hommes d'Alassane Dia vont craquer à mesure que le match va avancer. Donc, on va avoir certainement l'égalisation dès la 12e donc, de l'USM Alger. Et donc, ils ont encaissé 1, 2, 3, 4 et 5 buts. Bon, là, on est toujours sur le ralenti de Fadel, mais évidemment, c'est un score très, très lourd et qui sera très, très difficile de rattraper dans 15 jours, Malal. Ce sera très difficile, c'est vrai, vous l'avez dit, ce sera très difficile. 4 buts à remonter, mais en football, rien n'est impossible. C'est une science qui n'est pas exacte. Et il va falloir rentrer au pays, évaluer ce qui n'a pas marché et travailler afin de gommer ces erreurs-là pour être prêt face à ces Algériens au mois d'avril prochain. Très bien. Et comme c'est presque mission impossible, Malal, puisque c'est USM Alger, c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer le carré d'as en Coupe d'Afrique, en Ligue africaine des champions. Je pense que là, c'est la logique qui a été respectée, malheureusement pour nous, mais c'est comme ça le football, c'est comme ça le haut niveau. Alors Salif, peut-être qu'il faudrait qu'on s'attelle aussi à essayer de conquérir l'Afrique.
déjà au niveau de nos clubs avant de passer au niveau national, c'est-à-dire au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, bien sûr, mais comme on dit encore, il faut créer des clubs forts déjà. Donc quand on voit aujourd'hui qu'un club, par exemple, comme le Jaraaf n'a pas ses propres installations en terrain gazonné ou synthétique, avec tous les joueurs qui sont passés par le Jaraaf, qui ont été internationaux sénégalais, qui ont été transférés un peu partout dans le monde, on se pose des questions, quoi. On va au Mali, au jour d'aujourd'hui, vous allez au Mali, vous voyez le Djoliba, tout leur club, ils ont des centres d'entraînement vraiment dignes d'un club européen. Donc il faudrait qu'on accepte d'investir et de travailler à long terme. Très bien. Alors, l'espoir permis quand même pour l'Olympique de Ngor, qui certes s'est incliné devant les Ghanéens de Hearts of Oak, mais avec un seul but d'écart, 2-1 en faveur des Ghanéens, mais ce fameux but marqué à l'extérieur par les Ngorois. Ce sera la dernière information donc de ce magazine. Juste un message avant de nous quitter, un message de Ale Kaza à l'endroit des juniors. Alors, les supporters du Casa m'ont demandé de vous demander de venir les saluer avant et après les matchs. Nous avons besoin de sentir la chaleur de nos joueurs. C'est ce que m'a dit Komo Seydi, il est le président du sous-comité des supporters du Casa aux Parcelles à Séni, et je tenais à faire passer quand même ce message. Et je crois que c'est important. C'est important également d'inciter et d'appeler les Sénégalais à aller soutenir l'équipe nationale du Sénégal jeudi prochain face au Mali. Malgré les erreurs, on va les gommer à l'entraînement, on va jouer face au Mali et on va passer. Très bien. Salif, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et j'en profite encore pour encourager les jeunes et puis leur dire de ne pas se poser des questions, d'essayer vraiment de prendre ce public avec eux, aller Casa, et puis de pousser et... Ça va venir. Très bien. Merci beaucoup à Momodou Diallo aussi qui nous a permis d'avoir Salif sur le plateau. Momodou, c'est notre agent, je l'ai dit, hein. C'est notre impresario. Et notre consultant. Donc, notre consultant préféré. Donc c'est réglé. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés ce soir. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.